Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce mercredi. Et commençons par cette actualité au deuxième jour de la conférence dénommée Mobile World Congress 2025, traduisez Congrès mondial de la téléphonie mobile 2025. Les discussions se sont concentrées sur le développement du secteur technologique, notamment du secteur financier FinTech, sur le continent africain. Le Rwanda a démontré que les progrès réalisés dans la mise en œuvre d'une politique pour un secteur financier transparent et technologiquement avancé. Le rapport FinScope 2024 a montré que 85,3% de la population avait accès à ces services financiers grâce à la technologie. Le transfert d'argent par téléphone portable a joué un rôle majeur pour combler le fossé technologique dans le secteur financier. 79% des personnes disposant d'un téléphone portable l'utilisent, tandis que 69,9% l'utilisent quotidiennement. Le rôle des investisseurs et leur collaboration avec les institutions, notamment les gouvernements sur le continent africain, ont également été mis en avant pour créer des infrastructures modernes et ce faisant donner plus d'autonomie à la population. Le directeur général de l'Association du système mondial de communication a constaté que l'Afrique est confrontée à un faible nombre d'utilisateurs. Et toujours en parlant de cette actualité, je disais tout à l'heure que le directeur général de l'Association du système mondial de communication mobile a constaté que l'Afrique est confrontée à un faible nombre d'utilisateurs de téléphones portables, ce qui rend urgent de combler ce déficit. Il a expliqué que l'association travaille actuellement avec un réseau de 6 grandes entreprises de télécommunications africaines pour permettre aux citoyens d'accéder à des smartphones abordables, durables, offrant une connectivité Internet à faible coût et dotée d'une technologie d'intelligence artificielle adaptée au contexte spécifique de l'Afrique. La question de la durabilité des terminaux est extrêmement importante. Nous n'avons pas simplement dit il nous faut des terminaux pas chers. Nous avons défini une spécification, c'est-à-dire une liste de besoins que doivent remplir les terminaux et après on va regarder à quel prix on peut le faire. Mais s'ils ont peu de capacité, s'ils sont fragiles, s'ils ne tiennent pas la chaleur et la poussière, et s'ils n'ont pas une batterie longue, ils ne sont pas bien adaptés au marché africain dans certains cas, notamment les marchés ruraux. Donc on a mis des précisions sur la durée des batteries, on a mis des précisions sur l'écran, on a mis des précisions sur l'étanchéité, pour être sûr que ces terminaux en logiciel et en matériel sont durables, parce que les personnes qui vont les acheter vont avoir envie de les garder un certain temps pour les rentabiliser. Je pense qu'il est important que là, notre but, c'est que des fournisseurs de qualité fournissent des téléphones de qualité pour que les gens puissent profiter de l'Internet correctement. Le rapport 2025 du système mondial de communication mobile a indiqué que les activités liées à la téléphonie mobile a généré 220 milliards de dollars US pour le continent africain en 2024, soit 7,7% du PIB africain. Actuellement, 416 millions d'Africains ont accès à l'Internet. L'objectif étant que d'ici 2030, 33% des Africains, soit au moins 576 millions de personnes, puissent accéder à Internet via leur téléphone portable. Deuxième journée également pour la conférence internationale des chefs d'état-major des forces terrestres et poursuite des travaux avec les discussions sur les moyens d'améliorer le professionnalisme de cette branche des forces armées. La coopération entre les armées régionales et internationales vise à poursuivre la formation et le partage des connaissances dans divers domaines. L'utilisation accrue des technologies militaires, notamment des drones et d'autres outils pour les opérations de renseignement et de sécurité représente une avancée majeure dans la promotion d'une sécurité durable, notamment sur le continent africain. La conférence va clôturer ses travaux ce mercredi où les participants se rendront au mémorial du génocide de Kigali afin de rendre hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, apprendre le mécanisme qui a conduit à cette tragédie, mais aussi le pas franchi par le Rwanda dans la voie de la reconstruction.
Direction justice, plusieurs institutions impliquées dans la prévention et la lutte contre la criminalité au Rwanda sont actuellement en discussion afin d'examiner les améliorations possibles aux stratégies nationales de prévention, notamment la révision des lois et stratégies pénales, l'analyse des causes profondes de la criminalité et la recherche de solutions pour les éliminer, ainsi que la collaboration avec la population dans la lutte contre la criminalité. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Dr Emmanuel Uwigirache-Ebuja, a déclaré que la criminalité au Rwanda se divise en deux catégories, les crimes graves, notamment des crimes transfrontaliers commis par des individus, des groupes comme le blanchiment d'argent et la cybercriminalité. Il existe également des crimes souvent commis dans la vie quotidienne comme le vol, les coups et blessures, la violence, la consommation de la drogue, la violence domestique, etc. Le ministre Uwigirache-Ebuja a déclaré que la réponse pour combattre ces crimes est la prévention, une question de collaboration et de changement de mentalité de tous, car nombre de crimes les plus visibles devant les tribunaux sont évitables. Les représentants des institutions de santé au Rwanda et des agences des Nations Unies présentes dans le pays sont convaincus que le Rwanda atteindra moins de 15% des enfants âgés de moins de 15 ans d'ici 2029 grâce au programme intégré mis en œuvre. Les membres de ces institutions ont discuté d'un projet quinquennal 2026-2030 visant à réduire le taux de malnutrition dans les provinces du Nord et de l'Ouest. Plus de précisions avec Patrick Nieltandi. D'avril à novembre de cette année, les centres de santé de Kinyinya et de Kabuga, dans la ville de Kigali, mènent un projet pilote visant à explorer une approche intégrée unique des prises en charge des femmes enceintes, des enfants et des mères de nouveau-nés, contribuant ainsi à réduire la malnutrition. Ces centres de santé vont bénéficier de 4 agents supplémentaires pour faciliter l'évaluation et les suivis des femmes enceintes, des enfants et des mères ayant accouché, ainsi que pour leur fournir une alimentation équilibrée. Les responsables des 2 centres de santé ont indiqué à Arabié avoir constaté des changements significatifs depuis la mise en œuvre de ce programme. Ce projet pilote sera suivi d'un projet quinquennal plus vaste allant de 2026 à 2030 qui sera mis en œuvre dans les provinces du Nord et de l'Ouest. Il contribuera ainsi à aider les pays à atteindre son objectif de réduction du taux de mortalité maternelle de 30% à 15% d'ici à 2029. Le directeur du projet Health Start, Dr Edgar Kalimba, s'est dit confiant dans ce projet en raison de son caractère unique. Ce projet est soutenu par un autre projet de recherche visant à identifier les causes de décès maternels survenus dans les 2 ans afin de le prévenir. Un autre projet de recherche vise également à suivre les mères pendant 16 mois, de la conception à l'accouchement, afin d'évaluer son efficacité et les déployer à l'échelle nationale. Dr Mohamed Semoukula, secrétaire permanent au ministère de la Santé, estime que tout cela aidera le pays à atteindre son objectif de réduction de la mortalité infantile, juvénile et maternelle. L'ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé, professeur Per Achor, a indiqué que le Rwanda est un bon exemple d'un pays qui ose s'attaquer à des problèmes graves au niveau de son secteur de santé. Pendant ces 2 jours, cet événement de présentation des programmes de lutte contre la malnutrition réunira des représentants des divers secteurs de la santé du pays, des représentants d'organisations internationales opérant au Rwanda, des antennes des Nations Unies et d'autres acteurs.
Et ensuite, en repartant vers la justice, le ministère public auprès de la Cour d'assises d'appel de Paris en France a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre le docteur Sostène Munyemana pour son rôle présumé dans le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Le procureur a soutenu que Sostène Munyemana avait activement participé au génocide, en particulier à Toumba, dans le district d'Orouillé, dans la province du Sud. Maître Richard Gisagala, l'un des avocats des parties civiles dans cette affaire, nous résume les moments clés de l'audience alors que le verdict devrait tomber dans la soirée de ce jeudi, suivant Maître Richard Gisagala. Nous sommes plusieurs avocats, on s'était partagé un peu les thèmes à développer, mais évidemment tout le monde a d'abord parlé à des personnes que nous représentons, parce que l'idée était d'abord de présenter les personnes que nous assistons et leurs familles et expliquer les conséquences que les faits que Sostène Munyemana, enfin les faits qui sont reprochés à Sostène Munyemana, à expliquer l'impact qu'ils ont eu sur ces personnes-là, ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui, et afin que lorsque la Cour va se retirer pour délibérer, qu'il ait une image exacte des conséquences que les faits qu'ils jugent ont eu sur les personnes que nous représentons. Après ça, évidemment, en tant qu'avocat des parties civiles, notre rôle n'est pas de démontrer la commission des faits, mais nous avons quand même le rôle aussi d'essayer de discuter des preuves du dossier et de un tout petit peu apporter notre apport pour qu'on puisse démontrer que les faits qui lui sont reprochés, qu'il a commis les faits qui lui sont reprochés. Et sinon, on ne sera pas partie civile. Nous avons donc abordé plusieurs thèmes. Nous avons d'abord, dans un premier temps, parlé de l'histoire du Rwanda. Nous avons démontré l'historique du mouvement dont il était adhérent. Nous avons démontré qu'il a décidé de rejoindre la mouvance extrême de ce parti, qui ne voulait pas la paix, qui avait décidé d'adhérer à l'idéologie génocidaire, malgré ses dénégations. Après, nous avons démontré également, nous avons discuté, montré les preuves qui sont dans le dossier, qui démontrent que les faits qui lui sont reprochés à raison. Nous avons notamment parlé donc de la lettre, la motion de soutien qu'il a signée, qui a été lue à la Radio Rwanda, qui a été signée le 17 avril, alors que le génocide avait commencé depuis 9 jours. Et lui, il signe une motion de censure, une motion de soutien qui soutient le gouvernement génocidaire. Donc nous avons tenté de démontrer que lorsqu'il a signé cette motion, il était parfaitement au courant que ce gouvernement avait commencé à mettre à exécution le génocide commis contre le Tutsi. Et pour nous, c'est une preuve qu'il adhérait à l'idéologie, il adhérait au plan génocidaire qui était mis en place. Nous avons continué notre démonstration et en expliquant notamment que, contrairement à ce qu'il soutient, le fait d'avoir eu la clé du bureau du secteur n'était pas dans le but de protéger les Tutsis qui étaient enfermés, parce que lui, c'est ce qu'il soutient. Mais nous avons démontré que ce n'était pas, c'était tout simplement, ce bureau de secteur était l'antichambre de la mort. C'était un lieu de détention où les Tutsis étaient détenus avant d'être mis dans des convois qui les ont amenés vers les lieux de mise à mort. Et voilà, et donc notre rôle était de pouvoir démontrer, même si nous ne sommes pas le parquet, c'est le rôle du parquet, de démontrer que effectivement les faits qui lui sont reprochés, qu'il a commis les faits qui lui sont reprochés. Après nos plaidoiries, ils se sont terminés ce matin vers midi. Dans l'après-midi, nous avons entendu les réquisitions du procureur. Le procureur, évidemment, a le rôle d'administrer la preuve et de démontrer la culpabilité donc, de Sostène Munyemana. C'est ce qu'il a fait. Il a fait pendant presque 4 heures. Il a terminé vers 17 heures sa démonstration en démontrant point par point que les faits qui lui sont reprochés ont été bel et bien commis et qu'il doit être reconnu coupable de génocide, de complicité de génocide et d'entente en vue de commettre un génocide. Les réquisitions du procureur ont été évidemment clôturées par les demandes de peine. Il a proposé à la Cour, donc, après l'avoir reconnu coupable, de le condamner à la peine
réclusion criminelle à perpétuité, ce qui est supérieur à ce qui avait été requis au premier degré, puisqu'au premier degré, c'était la peine de 30 ans qui avait été requis. Il avait été condamné finalement à 24 ans d'emprisonnement. Et là, le procureur, l'avocat général, a voulu frapper encore plus haut. Il a expliqué, il a donné une explication très, très logique en disant qu'il voit mal comment il pourrait expliquer qu'une personne qui commet un meurtre, un assassinat, il requiert la peine de 30 ans et que pour une personne qui a commis un génocide, il puisse requérir moins de 30 ans. Donc, pour lui, la loi ne prévoit pas l'échelle des peines, mais il faut qu'elle soit logique. Et donc, pour lui, il n'y a pas d'autre logique que de requérir le maximum, donc qui est la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.